Le 28 février 1571, 38e anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne se retirait dans la librairie de son château pour essayer d'écrire un livre. Pour solenniser cette circonstance, il a fait faire une inscription sur un des murs. Michel de Montaigne, là depuis longtemps déjà du Parlement et des charges publiques, en pleines forces encore, se retira dans le sein des doctes vierges, où, en repos et en sécurité, il passera les jours qui lui restent à vivre. Puisse le destin lui permettre de parfaire cette habitation des douces retraites de ses ancêtres, qu'il a consacrée à sa liberté, à sa tranquillité, à ses loisirs. Montaigne veut consacrer ses loisirs à l'éloge d'un de ses amis. Privé de l'ami le plus doux, le plus cher et le plus intime. Cet ami est Étienne de la Boétie, qui lui a légué en quelque sorte son esprit. Mon frère, que j'aime si chèrement, et que j'avais choisi parmi tant d'hommes, je vous supplie pour signal de mon affection envers vous, vouloir être successeur de ma bibliothèque et de mes livres que je vous donne. Présent bien petit, mais qui part de bon cœur et qui vous est convenable pour l'affection que vous avez aux lettres. Étienne de la Boétie est pour Montaigne le héros par excellence, tel que notre siècle n'en a vu de meilleur. Montaigne veut éditer le discours d'Étienne de la Boétie, intitulé « De la servitude volontaire » et l'entourer par ses propres textes. Montaigne se soucie beaucoup plus des problèmes formels qu'on ne le croit d'habitude. Qu'on ne s'attende pas aux matières, mais à la façon que j'y donne. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance. Et le vide tout autour, il remplit de grotesques, qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Depuis l'éloge de Raphaël, la peinture de la fin du XVIe siècle, maniériste, donne d'innombrables exemples de ce type de composition. Un tableau central entouré d'une guirlande de grotesques, lesquels doivent leur nom au fait qu'on les considérait comme de libres imitations des décorations découvertes dans les ruines ou grottes de la maison dorée de Néron, aujourd'hui complètement détériorée, mais dont on peut retrouver l'équivalent en maintes peintures romaines. La vogue des grotesques au sein de ce que nous appelons le maniérisme est comme irrésistible. Elle part d'Italie, elle gagne toute l'Europe et elle se trouve naturellement en France. Elle est irrésistible et elle va du niveau savant au niveau populaire.
Et comme l'indique note très bien Montel, il y avait des peintres ambulants. Comme aujourd'hui, il y a des peintres qui vous font du papier peint, n'est-ce pas, et qui vous décorent avec les moyens que nous connaissons des demeures. À cette époque-là, il y avait des peintres qui vous faisaient des grotesques au plafond, selon des modèles tous devenus extrêmement banalisés. J'aime l'allure poétique, assauts et gambades. C'est un art, comme dit Platon, léger volage démoniaque. Ô Dieu, que ces gaillardes escapades, que cette variation a de beauté. Le maniérisme, ça c'est une étiquette que nous avons inventée il n'y a pas tellement longtemps, pour couvrir en gros la seconde moitié du 7e, enfin tout ce qui est post-raphaëlesque, n'est-ce pas, ou ce qui vient après Michel-Ange, et puis qui s'est diffusé dans toute l'Europe grâce à la gravure. C'est grotesque. C'est en même temps le refuge du marginal, comme toujours dans ce qui est marginal, de la permissivité. Comme autrefois, il y avait des grotesques au Moyen-Âge dans les marges des manuscrits, où nous avons un déballage d'obscénité, de fantaisie, d'absurdité, tout ce qui était interdit dans l'ordre normal se reporte dans les marges et s'y épanouit. Alors, les grotesques permettent ça. Dès le début, dès l'éloge de Raphaël, et dans tout ce qui s'y rattache directement, le côté proprement terrible, méchant des grotesques, avec ces harpies, ces monstres qui menacent, etc., s'atténue au profit d'une sorte de joie, de bonheur naturaliste qui est l'œuvre d'une des découvertes de Raphaël, car c'est lui qui l'a découvert, quelqu'un très lié avec les Flamands, qui était Giovanni da Udine, Jean d'Udine. Alors, il insère dans ces réseaux légers, inventés, des oiseaux, des animaux à fourrure, des escargots, enfin tout ce qui existait dans le répertoire gothique traditionnel, mais pas en Italie, vient se déverser là-dedans. Alors ça a enchanté l'époque, qui a justement une passion tout à fait nouvelle de la nature, que l'on explore dans le Nouveau Monde, comme dans l'Ancien Monde, dans des recueils appropriés, et c'est vraiment très joli de voir comment ces recueils savants passent dans les réseaux fantaisistes de la décoration. Pendant ce temps, la France est déchirée par les guerres de religion. Mais que faites-vous? Je lis, j'écris vaguement. Quel genre de choses écrivez-vous? Oh, je prépare la publication du discours de la servitude volontaire de mon ami la Boétie. Vol et destruction du trésor. Mais vous savez, ce texte de la Boétie, il vient d'être publié, il fait d'ailleurs grand bruit, il paraît que c'est calviniste. Ô vanité, ô branle de fortune, voici que le tableau lui-même, voici que l'incomparable joyau est dérobé à notre artiste, dénaturé, corrompu. Quel coup! En 1574, des calvinistes publient la servitude volontaire tronquée, sans nom d'auteur, dans leur pamphlet « Le réveil matin des Français ». Or, en 1562, Montaigne et la Boétie
on fait solennellement profession de foi catholique. Impossible de trahir à ce point celui à la mémoire de qui tout ce travail, ce studieux appareil est voué. Il n'en reste pas moins tout seul, le cœur de son ouvrage emporté, devant ce qui ne vient que de lui-même. Je m'abstiens, j'examine. Cette formule, il va la multiplier, la présenter à ses yeux sous maintes formes qu'il fera peindre sur les travées de sa bibliothèque. On a publié 57 de ces sentences. Certaines en recouvraient d'autres. La décoration en sentences forme un second aménagement du studieux appareil dont il voulait faire ses délices et qui doit maintenant l'aider à soutenir les coups réitérés de fortune. Dieu a donné à l'homme le goût de connaître pour le tourmenter. Rien n'est plus inconnu à quiconque que la trace du vent. Faire frapper « je m'abstiens », c'est déjà ne plus s'abstenir. À la moindre occasion, au moindre prétexte, la formidable fermentation amassée allait jaillir en pages et pages. Ayant de fortune rencontré ce livre sous un tas d'autres papiers, il s'agit de la théologie de Raymond Sebon, que Montaigne avait traduit, ce pourquoi on l'attaque maintenant. Voici un nouveau monstre, mais ce n'est plus sa bigarrure qui le fait monstre, et il risque de faire peur. Montaigne voit que le type de composition maniériste qu'il a adopté pour le premier livre, à des fins de mise en valeur, peut s'utiliser aussi à des fins de stratégie défensive. Il va en quelque sorte transposer dans l'espace la disposition en surface des grotesques pour arriver à la figure d'un de ces jardins si fréquents à la fin du XVIe siècle, labyrinthe rempli de délices et dangers. Le jardin, c'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe de la demeure où nous avons les grotesques au-dessus de la tête et sur les murs pour vous faire une deuxième enveloppe qui vous offre un divertissement, une distraction quand vous êtes un penseur. Les chapitres du second livre, ce sont les jardins d'Armide. Celui qui y vient, sans intention polémique, pourra s'y promener indéfiniment, s'en enchanter, passer de carrefour en carrefour, de fontaine en fontaine, de grotte en bosquets et pavillons. Il ressortira de ce parc émerveillé, sans avoir jamais eu l'impression de l'avoir visité tout entier. Mais celui qui veut la guerre s'apercevra soudain que les allées se referment derrière lui, que les bosquets cachent des choses trappes et les pavillons des redoutes, que l'ennemi s'est rendu aussi insaisissable que possible, corps divers et difformes auxquels on ne peut asseoir ni nœud ni prise. Le 1er mars 1580, surlendemain du 47e anniversaire de sa naissance, Michel de Montaigne signait un avis au lecteur pour présenter le fruit de 9 années d'essai. Je suis moi-même la matière de mon livre. Vérité de cette déclaration, elle a aussi pourtant valeur stratégique.
Le 12 juin 1580, quelques jours après la parution de son livre, Michel de Montaigne quittait le lieu de sa retraite pour apporter son livre à Rome, et celui à l'épreuve de sa patrie rêvée. Rome a été la patrie rêvée de tous les humanistes. Comment pouvaient-ils se l'imaginer avant de l'avoir vue? Certains peintres du XVe siècle italien nous permettent de nous représenter très précisément ces rêveries. Par exemple, Mantegna. Prendre un peu de distance pour voir venir. Ne nous étonnons pas de le voir aller lentement et en se soignant vers sa ville, Rome, et la ville de sa possible comparution, et emmener avec lui un secrétaire pour tenir le journal de ses actes. Michel Butor, je voudrais savoir pourquoi vous êtes-vous intéressé à Montaigne? Eh bien, si j'ai écrit ce livre, c'est parce qu'un éditeur me l'a demandé pour la collection 10-18, une réédition des essais. J'ai été très flatté, mais j'étais indécis. Et puis il m'a dit une chose qui a été absolument décisive. Il m'a dit, naturellement, vous avez toute liberté. On va consacrer 3 ou 4 volumes aux essais de Montaigne et vous pouvez les arranger dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire vous pouvez les mettre par thème, par exemple un volume où il y aura les essais sur la mort, un volume où il y aura les essais sur sa vie privée, etc. Quand j'ai entendu ça, j'ai été absolument scandalisé. J'ai dit, mais si on me faisait une chose pareille, hein, moi qui j'apporte beaucoup de soins à mettre les choses dans un certain ordre dans mes livres, il me dit, si on se mettait à défaire tout mon travail, je serais absolument consterné. Alors, je ne veux absolument pas qu'on fasse ça pour Montaigne. Donc, j'ai dit ça, j'exige absolument que le texte soit dans l'ordre où Montaigne l'a mis, et je vais essayer de montrer pourquoi c'est absolument indispensable de le laisser dans cet ordre-là. C'est ça. Donc à la suite de cela, vous avez donc fait un film, plus ou moins que nous avons visionné. Je voudrais savoir, nous voyons énormément de tableaux et de paysages, et d'où proviennent ces tableaux et ces paysages? Eh bien, les paysages viennent de la région de Montaigne, d'une part. D'autre part, ils viennent de la région de Rome. Et en ce qui concerne les peintures, elles viennent surtout de la Rome du XVIe siècle. Rome joue un rôle absolument décisif au XVIe siècle pour tous les écrivains. On peut dire que c'est leur patrie rêvée. Et pour Montaigne, c'est particulièrement net. Pour lui, c'était dramatique d'être né dans cet horrible XVIe siècle qui était un âge de plomb, et il se rêve citoyen romain. Alors toute son enfance, vous savez que dans son enfance, dans sa petite enfance, il a parlé latin avant de parler français, toute sa jeunesse est dans le rêve de Rome qui ne sera réalisé qu'après la parution des essais. Et les peintures joue un rôle décisif dans son œuvre, comme il nous l'explique lui-même. Il a pris
la peinture de son temps, une certaine façon dont la peinture se transformait de son temps comme modèle de son propre livre. Et cette peinture était en train de se développer à Rome, mais se diffusait à l'époque dans toute l'Europe par des peintres itinérants. Cette peinture maniériste, vous la proposez comme modèle. Alors il semble que vous étendiez la composition maniériste du récit qui est patente dans le livre 1 aux 2 autres livres des essais. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu chez Montaigne un projet maniériste conscient qui aurait présidé à la genèse de l'ensemble de l'œuvre? Eh bien, il y a chez Montaigne un projet maniériste tout à fait conscient dans le premier livre, parce que dans l'essai où il présente les sonnets d'Étienne de la Boétie, il nous l'explique de la façon la plus claire. Il nous dit, je prends comme modèle un peintre que j'ai qui a l'habitude de mettre au milieu du mur un beau tableau bien fait, et puis qui tout autour met une guirlande dans laquelle il y a toutes sortes de choses fantaisistes, des monstres, etc. Alors, il dit, je fais la même chose, je mets le texte de la Boétie au milieu, ce texte qui lui a été volé par une édition pirate, on peut dire, et qu'il remplace par les sonnets. Et il nous dit que son propre texte, c'est comme une guirlande qui est tout autour, et une guirlande semblable à celle que font les peintres de son temps. Alors, en ce qui concerne le premier livre, il n'y a aucun doute, la peinture maniériste qui se diffuse à ce moment-là est le modèle. En ce qui concerne les livres suivants, naturellement, les choses se compliquent. Mais l'art maniériste, ça n'est pas simplement un art de surface, un art qui se déploie sur une seule paroi. C'est un art qui se déploie d'abord sur toute une pièce. Il y a de la peinture sur tous les murs, sur le plafond. On est donc entouré par la peinture. Et puis c'est un art qui se développe aussi remarquablement dans les jardins et qui est contemporain d'un développement de l'urbanisme, bien sûr, mais un développement de l'art militaire. Les fortifications se transforment. Alors, dans le second livre, Montaigne va présenter des choses de plus en plus audacieuses, et par conséquent, il sent de plus en plus le besoin de se protéger. C'est pourquoi il va s'inspirer des jardins labyrinthiques de l'époque, à la fois pour que ce soit aussi agréable, aussi séduisant que possible, pour qu'il y ait le plus grand nombre de surprises au détour des allées, si vous voulez, et en même temps pour que ce soit comme une forteresse. Et puis, se développe à ce moment-là aussi, en liaison avec cette architecture, ces jardins, un autre thème qui est celui des galeries, des belvédères, d'où l'on va voir tout le paysage alentour. On va faire rentrer le monde entier à l'intérieur de ces compositions. Et il y a un exemple particulièrement remarquable de cela, que Montaigne a vu lorsqu'on était en train de le faire, lorsqu'il est allé à Rome, c'est les galeries des cartes de géographie que l'on trouve au Vatican. Il y a d'abord la galerie sur les différentes parties de l'Italie, et puis ensuite la galerie sur les différentes parties du monde. Et Montaigne nous parle lui-même, dans le troisième livre des essais, de ces galeries. Il dit que dans son château de Montaigne, il voudrait lui-même installer une galerie. Comme ça, il serait bien, parce que tout lieu retiré, dit-il, requiert un promenoir. Mais évidemment, c'est un rêve. Il n'est pas capable de réaliser dans son petit château ce que le pape est capable de réaliser dans son immense Vatican. Mais ce rêve devient le modèle de son livre qui va ouvrir des fenêtres dans toutes les directions, qui va s'intéresser à
ce qui se passe dans le monde entier, Oui. tout autour. Alors, mais vous parlez justement de peinture maniériste, mais comment Montaigne peut traduire cette peinture à travers un écrit? Eh bien, Montaigne utilise d'abord la composition maniériste. Les livres sont faits ils sont faits comme des guirlandes, comme des labyrinthes, comme des forteresses, comme des galeries. Et c'est pourquoi il est tellement important de laisser les choses à l'endroit où Montaigne les a mises. D'autre part, dans le détail du texte, Montaigne va chercher à multiplier le plus possible la variété non seulement dans ce qu'il raconte, mais la variété, si vous voulez, dans les trajets de lecture, c'est-à-dire que, comme dans un jardin ou comme dans une composition maniériste, il va multiplier les bifurcations dans son texte. Le texte de Montaigne est un texte où l'on se perd, et il est fait exprès pour qu'on s'y perde, pour que les bons se perdent avec plaisir, et pour que les ennemis, les censeurs, soient furieux, si vous voulez, de ne jamais réussir à le saisir, de ne jamais réussir à savoir exactement où ils en sont. Alors, Montaigne va ainsi, dans le détail de son texte, réaliser ce qu'il appelle lui-même des monstres, par exemple comme ce monstre que nous avons ici, où nous avons un homme avec des ailes de papillon, des pieds en pointe, nous avons ces fleurs qui se terminent en tête d'homme. Eh bien, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble, il va le mettre ensemble. Et puis il va multiplier les carrefours. Il va s'efforcer de rendre son texte lisible de plusieurs façons. Son texte est fait, si vous voulez, de boucles qui se superposent. C'est d'ailleurs pourquoi il va pouvoir rajouter perpétuellement des boucles. À propos d'une citation, il va ajouter dans la marge un texte. Vous avez évoqué le rôle stratégique des grotesques dans l'œuvre de Montaigne en disant que c'était des choses-trappes contre le lecteur mal intentionné. Mais justement, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ironie de Montaigne, de jeu auquel il se livre pour mystifier ce lecteur? Eh bien, Montaigne, en effet, veut mystifier certains lecteurs. Les essais, c'est une œuvre défensive, mais il veut conquérir d'autres lecteurs. Il cherche des amis et il veut jouer avec des amis. Alors, il y a dans tout l'ensemble des essais, il y a une conduite ironique. Il y a des choses qui vont être là pour perdre certains qui ne savent pas jouer, qui sont incapables de s'amuser avec leur propre esprit. Et au contraire, cela va être délicieux pour ceux qui savent s'amuser avec leur propre esprit. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a des quantités de choses qui vont sembler contradictoires à une première lecture. Montaigne veut pouvoir répondre, vous croyez que je pense ceci, mais regardez à tel endroit, vous verrez que je pense aussi cela. Et tout ceci a une valeur stratégique, défensive, mais ça a aussi une valeur pédagogique. C'est-à-dire que Montaigne veut absolument que ce soit le lecteur qui prenne en charge les idées qui lui viennent lorsqu'il lit son livre. Il ne veut pas que ce soit un livre qui soit destiné simplement à rester dans une bibliothèque parmi les autres. C'est un livre qui est fait pour faire lire les autres livres et pour faire lire le monde entier, pour faire regarder autour de soi et à l'intérieur de soi. Image, Edith Krauss. Cadre, Philippe Tessonnière, Jacques Féden. Son, Marcel Olivier. Mixage, Claude Oron. Montage, Dominique Roux. Assistant réalisateur, Gérard Théier. Réalisation, Michel Véraud.